On va faire notre premier cours de bactériologie infectieuse et on va parler des infections à staphylocoque. On va se servir de ce cours qui est le premier pour faire une espèce de modèle de trame pour tous les cours qui vont venir où on va parler d'une famille de bactéries et des infections qui leur sont associées. Donc aujourd'hui, je vais finalement prendre le plan qui sera le plan habituel et je vais détailler un certain nombre de choses, en particulier le diagnostic. Tout d'abord, en introduction, le genre Staphylocoque, c'est un genre qui regroupe une quarantaine d'espèces. On en ajoute tous les ans. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y en a 17 qui ont été trouvés chez l'homme et qui sont des colonisants habituels de nos téguments, que ce soit la peau ou les muqueuses. Staphylos, dans la mythologie grecque, c'est le fils de Dionysos, le dieu du vin, et Staphylos veut dire la grappe de raisin. Kokos, c'est toujours du grec, kokos c'est une petite baie ronde, un petit fruit rond. Donc la baie ronde de la grappe de raisin, c'est le staphylocoque. J'espère qu'avec ça, vous vous souviendrez que ce sont des petits grains en grappe et qui sont violets quand on les regarde à la coloration de Gram. Donc des cocci à Gram positifs en amas. Ils font partie de ces bactéries dont on dit qu'elles ont un faible contenu en G et C. Ça veut dire que dans leur ADN, dans leur ARN, il y a surtout du A et du T, de l'adénine et de la thymine, et peu de G et C. Ça les fait se différencier d'autres bactéries à Gram positif qu'on appelle les corinébactéries ou les mycobactéries, et qui donnent des pathologies très différentes. C'est un terme qui revient fréquemment dans la littérature, c'est pour ça que je vous l'ai mis ici. Ce sont des bactéries qui aiment respirer de l'air. Elles aiment l'oxygène, en tout cas ça leur sert à beaucoup de métabolisme, on dit qu'elles sont aérobies, mais elles tolèrent également des milieux dans lesquels il n'y a pas d'oxygène, et dans ce cas-là, elles changent leur métabolisme pour devenir ce qu'on appelle anaérobie facultative. Mais la principale caractéristique de ces cocci, donc que vous voyez représentées à la coloration de Gram en haut à gauche et au microscope électronique à balayage en bas, vous voyez que c'est bien régulier et que c'est en amas, façon grappe de raisin. Bien, la principale caractéristique de ces bactéries, c'est leur résistance. Bien que ce soit des colonisants des téguments, elles sont très résistantes à des environnements relativement hostiles. Elles supportent assez bien la chaleur, difficile à détruire à moins de 56 degrés. Elles supportent bien la sécheresse. Une des caractéristiques de la peau, c'est d'être assez sèche. Elles supportent l'acidité. Vous vous souvenez peut-être de ce mécanisme de défense qui est l'acidité cutanée. Et également des concentrations salines élevées, là encore, tout ce qu'on peut retrouver à la surface de la peau et qui leur permettent de coloniser. Elles arrivent à circonvenir ces premières défenses naturelles de la peau et des téguments. Ça leur permet une colonisation active de ces téguments. Elles sont là, en embuscade, prêtes à faire du mal si nécessaire. Elles ont aussi, et ça c'est le cas de Staphylococcus aureus, le staphylocoque doré essentiellement, une capacité de résister à la réponse immune qu'on va détailler tout à l'heure. Et cet échappement à la réponse immune va entraîner des infections. Donc il faut que vous imaginez ces bactéries, notamment le staphylocoque doré, comme des bactéries commensales, occasionnelles. Tout le monde n'en a pas sur la peau, mais beaucoup de gens en ont. On dit au moins 40% de portage dans les narines. Donc sur cet amphi, il y a au moins 20 personnes qui portent du staphylocoque doré dans le nez, de façon tout à fait asymptomatique, mais dans certaines circonstances, et notamment sur des brèches cutanées, à la suite d'interventions chirurgicales par exemple, il va y avoir des infections. Ces infections sont graves parce que vous allez voir dans le staphylocoque doré une machine très très bien équipée pour faire de l'infection. Et puis dernière chose, on en a parlé il y a 2 jours, c'est la résistance aux antibiotiques qui est maintenant le dernier point très préoccupant des infections à staphylocoque doré. Et ça n'est pas prêt de s'arranger. On y reviendra en toute fin d'exposé. Alors parmi les 17 espèces qu'on trouve sur les muqueuses, j'ai essayé de vous faire ce petit tableau qui met en exergue qu'il y a une seule espèce vraiment pathogène, c'est Staphylococcus aureus. Là encore, vraiment pathogène, mais 40% d'entre vous en ont dans les narines et sur la peau sans que ça leur fasse quoi que ce soit. Mais celle qui a un pouvoir pathogène potentiel, c'est vraiment celle-là, Staphylococcus aureus, le staphylocoque doré. Je vous ai mis entre parenthèses 2 espèces qui sont les cousins très proches du staphylocoque doré, qui s'appellent Intermedius et Iicus, et qui sont finalement les staphylocoques dorés presque aussi bien équipés du chien pour Intermedius et du cochon pour Iicus. Et ça, on a de temps en temps des patients, spécialement dans des régions agricoles comme la nôtre,
on a des patients qui font des infections rares à ces bactéries, qui sont des infections qui miment tout à fait les infections au staphylocoque doré. Ensuite, je vous ai mis un groupe en une espèce de couleur rosée, un groupe de 3 espèces avec des noms un petit peu barbares. Lugdunensis, Lugdunum c'est l'ancien nom c'est le nom romain de la ville de Lyon. Le centre de référence des staphylocoques est en France à Lyon. Donc Lugdunensis, Schläferide, monsieur Schläfer, Capré, de Capra, la chèvre, parce que ça a été isolé chez les caprins initialement. Eh bien, ces 3 espèces sont des staphylocoques dits à coagulase négative, souvent mis dans un grand sac fourre-tout qui veut dire non virulent. Eh bien, ceux-là ont, et c'est l'exception, un petit pouvoir pathogène. Ils donnent de temps en temps des infections qui ressemblent un peu aux infections à staphylocoque doré, et notamment des infections de site opératoire et des infections ostéo-articulaires. Donc ceux-là, on les extrait du magma des staphylocoques qu'on va appeler à coagulase négative, par opposition avec le staphylocoque doré qui est à coagulase positive. On les extrait des tout à fait avirulents pour les mettre dans un groupe particulier. Retenez ces 3 noms ou sachez que vous les avez notés quelque part parce qu'ils peuvent donner des infections. Ce ne sont pas des bactéries tout à fait anodines. J'ai mis également à part une espèce qui porte mal son nom qui s'appelle Saprophyticus. C'est le staphylocoque qu'on trouve dans les urines des femmes jeunes, en parfaite santé. C'est une des bactéries importantes d'infection urinaire. Alors on s'est longtemps demandé pourquoi ce staphylocoque donnait des infections urinaires alors que les autres n'en donnent quasiment jamais, y compris le staphylocoque doré. Et on s'est aperçu que d'une part, c'est une espèce qui arrive bien à vivre dans l'urine, et d'autre part, elle possède des hémagglutinines à sa surface, c'est-à-dire des déterminants de surface qui permettent de se fixer aux cellules de l'épithélium et spécialement de l'épithélium urinaire. Donc ça donne des infections chez la femme jeune, tout à fait particulières, peu graves, mais les infections urinaires, même les moins graves, peuvent se compliquer de pyélonéphrite. Donc il faut connaître cette bactérie, celle-là, il faut vraiment connaître son nom. Et elle porte très mal ce nom. Les autres espèces qui sont en dessous, eh bien, ce sont les autres staphylocoques à coagulase négatif courants, ceux qui sont quasiment dépourvus de pouvoir pathogène. Pourquoi dis-je quasiment ? Bien, comme d'habitude, si un patient fragilisé présente 6 hémocultures à Staphylococcus hominis, même si vous avez lu dans les livres ou entendu dans mon cours que c'était une bactérie non pathogène, 6 hémocultures à hominis, c'est quand même une septicémie à Staphylococcus hominis qu'il convient de traiter de façon agressive. Mais néanmoins, leur pouvoir pathogène est incommensurablement moindre que celui du staphylocoque doré. Le dernier, le plus courant, c'est Staphylococcus epidermidis. C'est le plus fréquemment rencontré à la surface de la peau. Tout le monde en a, ça, c'est vraiment constant. Et il a un pouvoir pathogène particulier chez les nouveau-nés et les nourrissons dans les unités de soins intensifs. On sait, de façon assez empirique, que lorsque chez un enfant, on a une élévation de paramètres de l'inflammation, comme la CRP, quand son état général n'est pas bon, et qu'on isole, par exemple, dans ses poumons, du staphylocoque de l'espèce Staphylococcus epidermidis, eh bien on sait que si on donne un traitement à la vancomycine qui est actif sur ce staphylocoque, on va améliorer l'état de ce nourrisson ou de ce nouveau-né. Donc il semble que Staphylococcus epidermidis ait une capacité spécifique à donner des infections graves, non pas en néonatologie, mais en néonatologie grave, c'est-à-dire en réa néonate, si je m'exprime par ce raccourci. C'est à peu près tout ce que vous avez à retenir. Retenez bien Aureus, Saprophyticus, et puis le petit pouvoir pathogène particulier d'Epidermidis. On va donc maintenant essentiellement uniquement parler de Staphylococcus aureus, parce que c'est vraiment le pathogène majeur. La raison pour laquelle il s'appelle aureus doré, c'est parce qu'il produit un pigment un peu orangé, un pigment caroténoïde que vous voyez, j'espère, sur cette diapositive. Ça, c'est un staphylocoque qui ne produit pas le pigment, un staphylocoque à coagulase négative. On les appelle les staphylocoques blancs, parce qu'ils sont blancs. Et là, on a une couleur qui est due à la production de ce pigment caroténoïde, dont on va voir que c'est également un facteur de virulence. Alors, c'est bien, c'est pratique, la production du pigment. Mais il y a d'autres, parmi les staphylocoques à coagulase négative, il y en a certains qui produisent également des pigments jaunes de ce type-là. Donc ce n'est pas une caractéristique essentielle. La caractéristique essentielle du staphylocoque doré, c'est la production de protéines spécifiques, soit à sa surface, soit sécrétées dans le milieu extérieur, donc des exoprotéines. Et le staphylocoque doré a un assemblage de ces exoprotéines qui est absolument spectaculaire et on va voir qu'elles servent de facteurs de virulence. Les premières
sont les coagulases. Il existe deux types de coagulases et c'est pour ça qu'on appelle le staphylocoque doré un staphylocoque à coagulase positive. C'est vraiment un terme synonyme et il faut vraiment que vous le reteniez pour bien comprendre les rendus des différents laboratoires que vous serez amenés à solliciter pour le diagnostic des infections. Donc ces coagulases, bien, elles servent à quoi? Elles servent finalement à faire à partir du fibrinogène de la fibrine. Alors ça sert à faire des caillots dans le sang, mais vous savez qu'un des rôles essentiels de la fibrine, ça va être également de colmater les brèches vasculaires. Et donc c'est une fonction essentielle que le staphylocoque est capable d'activer. Donc je vous ai représenté au tableau, ça ne figurera pas sur les diapositives, mais vous l'avez là. L'activation de la fibrine, c'est le tout début de la chaîne de la coagulation. Le fibrinogène, c'est le facteur 2, qui est activé en facteur 2A ou fibrine, qui est un réseau fibrillaire solide et qui permet de réparer ou de faire un caillot. Et pour activer ce fibrinogène en fibrine, il faut un complexe enzymatique qui s'appelle la thrombine. Et là encore, la thrombine, elle n'existe pas à l'état natif sous forme de thrombine, elle a un précurseur dans le sang pour ne pas activer en permanence la coagulation. Et donc ce facteur, qui s'appelle le facteur 1, c'est la prothrombine. Eh bien, les staphylocoques dorés sont capables d'intervenir aux deux niveaux pour activer la formation de fibrine. D'abord avec ce qui est leur véritable coagulase, leur spécificité à eux, c'est la staphylocoagulase. Elle fait un complexe avec la prothrombine et un complexe actif, aussi actif que la thrombine, qui va donc permettre la polymérisation, ou en tout cas l'assemblage du fibrinogène en fibrine. D'accord? Donc ça, c'est l'activité spécifique des staphylocoques dorés, c'est la staphylocoagulase, la première à gauche ici. À côté de ça, il y a une autre capacité beaucoup plus simple. Cette fois-ci, ce n'est pas une protéine sécrétée, c'est une protéine qui est à la surface des staphylocoques dorés. C'est ce qu'on appelle le clumping factor, du terme anglais, donc le facteur d'agrégation. Et ce facteur d'agrégation, c'est juste un déterminant qui est à la surface et qui est capable de fixer les molécules de fibrinogène ou de fibrine. Que fait un staphylocoque quand il rentre dans un compartiment vasculaire, un staphylocoque doré, et c'est une de ses grandes capacités de virulence? Eh bien, il va s'entourer de fibrinogène ou de fibrine. Il se recouvre donc d'un manteau de fibrine, il n'est donc plus reconnu par l'organisme, il n'est plus reconnu par les anticorps, il n'est plus reconnu par les cellules de l'immunité, et il va pouvoir se balader, camouflé avec son manteau de fibrine. Et ça, c'est un facteur de virulence extrêmement important, en tout cas un facteur d'échappement à la réponse immune. Coagulase clumping factor sont présents à peu près toujours chez Staphylocoque doré. Il y a en plus une activité importante qui est l'activité thermonucléase. Qu'est-ce que c'est qu'une thermonucléase? C'est un enzyme qui est capable de cliver l'ADN. Vous me direz à quoi ça sert de cliver l'ADN? Eh bien, vous verrez dans quelques instants que la caractéristique de l'infection à Staphylocoque doré, c'est de faire du pus. Le pus, c'est quoi? C'est un liquide ou une espèce de magma qui est constitué de cadavres de polynucléaires. Qu'est-ce que c'est qu'un cadavre de polynucléaire? C'est essentiellement ce qu'il y a à l'intérieur. Dans le cytoplasme du polynucléaire, il y a de l'eau, c'est pas très gênant, mais il y a surtout tout l'ADN des noyaux du polynucléaire. Et cet ADN est une substance extrêmement visqueuse qui va bloquer les bactéries. Donc dans un foyer infectieux, lorsque les polynucléaires sont morts, lorsqu'ils ont rempli une partie de leur fonction, il reste une espèce de magma d'ADN très très visqueux qui emprisonne les bactéries et les laisse sur le site. Et en général, les bactéries n'échappent pas à ça et ne peuvent plus avancer. Eh bien, les staphylocoques dorés sont capables de cliver cet ADN et de se frayer un chemin dans le pus pour pouvoir, malgré la présence de ce pus, continuer l'infection et disséminer dans les tissus. C'est donc un facteur de virulence important également. Troisième facteur de virulence que vous devez connaître, donc ceux-là, vraiment, je vous demande de les connaître, coagulase, DNase, protéina. La protéina, c'est un dispositif assez astucieux dont on a parlé, il me semble, dans le tout premier cours. C'est une substance qui est à la surface des staphylocoques et qui est capable de fixer les anticorps. Vous me direz, ça c'est plutôt bien pour l'hôte, une substance qui fixe les anticorps. Oui, mais elle ne les fixe pas par le bon fragment, elle ne les fixe pas par le fragment antigen binding, elle retourne les anticorps et elle les fixe par le fragment FC. Les anticorps se retrouvent donc tournés vers l'extérieur, il n'y a plus d'opsonisation, les polynucléaires ne les reconnaissent pas, et les staphylocoques échappent à la réponse immune comme ça. Eh bien, les souches de staphylocoque doré présentent ces trois caractéristiques. Parmi les staphylocoques à coagulase négative, certains peuvent avoir éventuellement un de ces facteurs, ou deux, mais jamais les 4 tels qu'ils sont mentionnés ici.
D'accord ? Alors, à côté de cet équipement de base, qui est important et que je vous demande de connaître, il y a toute une kyrielle de toxines et d'antigènes sur lesquels on va avoir l'occasion de revenir en décrivant les infections. Alors, au total, qu'est-ce que ça fait du staphylocoque ? Eh bien, ça fait de cette bactérie un commensal occasionnel. Tout le monde n'en porte pas, mais beaucoup de gens en ont. Et ça va être, bien que ce ne soit pas toujours un pathogène, ça va quand même être un pathogène fréquent. Et ça va être le premier agent d'infection des plaies, notamment. 1 à 5% des infections communautaires, tout venant, des infections, globalement, sont des infections à staphylocoque doré. Et 10 à 20% des septicémies à l'hôpital sont dues au staphylocoque doré. Donc c'est vraiment un pathogène majeur, et c'est une bonne raison en soi pour commencer un cours de bactériologie générale avec ça. Bien, alors je vous ai parlé des coagulases, donc ça c'est un petit résumé pour vous de ce qu'on vient d'évoquer avec le schéma, je passe dessus. Et on va voir maintenant l'établissement de l'affection au travers des facteurs de virulence. La première grande capacité du staphylocoque, ça va être la colonisation des tissus de l'hôte, notamment des tissus profonds. Les staphylocoques sont bardés, recouverts de protéines de surface qui leur permettent de se scotcher à n'importe quoi. N'importe quoi, en tout cas dans les tissus, c'est d'abord des substances comme la fibronectine, qui est un composant essentiel de la matrice extracellulaire des cellules, et notamment des cellules endothéliales, les cellules des vaisseaux. Donc le staphylocoque, il est couvert d'un velcro qui permet de se coller directement sur la fibronectine. Son velcro lui permet également, vous l'avez vu tout à l'heure, au travers de l'exemple du clumping factor, permet de se lier au fibrinogène et à la fibrine. Donc dès qu'il y a un caillot qui passe, il peut s'y coller. Et dès qu'un tissu est lésé, dès qu'il y a une brèche vasculaire, avec formation de fibrine, le staphylocoque peut se coller dessus. Et puis, sur des tissus plus profonds, quand il y accède, il est capable de se lier au collagène. Et ça, l'adhésion au tissu conjonctif est particulièrement efficace, particulièrement solide. Elle va avoir une conséquence lorsque on a des infections osseuses ou cartilagineuses à staphylocoque, c'est qu'il va être excessivement difficile de se débarrasser des bactéries malgré les traitements antibiotiques et chirurgicaux. Ça, c'est l'étape essentielle. Lorsque vous lisez des publications, c'est vrai que ce sont les facteurs de virulence ultérieurs qu'on va voir maintenant qui sont surtout décrits, mais la grande capacité du staphylocoque doré par rapport aux autres staphylocoques, ceux qui restent à la surface de la peau, c'est ça, c'est cette capacité à se fixer sur des tissus ou des substances qui sont sur les tissus profonds de l'homme. Étape vraiment essentielle, on avait vu dans l'établissement du pouvoir pathogène, la colonisation est absolument essentielle. Alors ensuite, une fois que la colonisation s'est produite, eh bien, il y a une grande capacité du staphylocoque. Alors je vous ai dit que c'est vraiment une arme de destruction massive, en tout cas c'est un arsenal vivant, cette bactérie. Elle a un équipement qui maintenant permet de diffuser dans les tissus. Peu de bactéries sont capables de faire ça. Eh bien, les staphylocoques dorés produisent des enzymes extracellulaires, des protéases, des hyaluronidases qui clivent le tissu conjonctif, des élastases, des collagénases, des lipases. Ce sont des bactéries qui sont capables de faire leur trou quasiment dans n'importe quel tissu. Comme si ça n'était pas suffisant, elles sont capables de produire des toxines spécifiques qui, cette fois-ci, vont s'attaquer à des cellules, ce sont des toxines membranaires. Les plus célèbres sont les alpha et gamma toxines, et puis une toxine qui s'appelle la leucocidine de Panton et Valentine. Valentine devrait-on dire, puisque Panton et Valentine sont deux anglais, et qui va être à l'origine de localisation particulière des infections, en particulier les pneumonies, et puis des infections très spectaculaires dont je ne résiste pas au plaisir de vous montrer une photo, qui sont les épidermolyses, des grandes nécroses de l'épiderme. Vous avez ici les pieds d'un nouveau-né, et vous voyez que la couche superficielle de l'épiderme a totalement disparu. On a l'aspect typique d'un enfant ébouillanté, et cet enfant ébouillanté n'a plus de couche d'épiderme en raison de la production de ces toxines. Je pense que c'est le dernier cours où je tolère le téléphone. Principaux facteurs de virulence maintenant, donc on a vu colonisation, échappement, invasion tissulaire. L'important également, on l'a déjà évoqué, c'est l'échappement à la réponse de l'hôte. On a vu comment la protéine A était capable de retourner les anticorps.
On a vu comment le clumping factor permettait à la bactérie de se recouvrir de fibrine et de se camoufler. Eh bien, ils ont en plus, les staphylocoques dorés, une capsule, une petite substance gélatineuse à l'extérieur qui leur permet de repousser un peu plus les anticorps encore. Et puis, ils sont capables de se mettre, notamment dans l'environnement ou dans certaines situations pathologiques, la mucoviscidose par exemple, ils sont capables de former ce qu'on appelle des biofilms, c'est-à-dire des formes ralenties dans lesquelles ils sont dans une gangue qui produisent eux-mêmes. Ils sont inatteignables par les anticorps, par les antibiotiques. Eux-mêmes sont quiescents, ils ne sont pas en train de se diviser, ils vivent vraiment au ralenti, mais ils colonisent en attendant des jours meilleurs pour pouvoir ressortir. Eh bien, ces 4 composants concourent à un camouflage très efficace par inhibition de la phagocytose. À côté de ces facteurs qui sont assez spécifiques, il y a des substances détoxifiantes comme la catalase. Catalase, c'est les enzymes qui, à partir de l'eau oxygénée, arrivent à faire de l'eau et à dégager l'oxygène. Ils ont leurs pigments. Les pigments, les carotènes, vous le savez sans doute, ce sont ce qu'on appelle des antioxydants. Bien, comme l'une des grandes parties de la réponse immune, c'est la production, c'est un stress oxydatif. Quand une bactérie rentre dans un macrophage ou dans un polynucléaire, elle subit un énorme stress oxydatif. Eh bien, le pigment va concourir à neutraliser ce stress oxydatif et donc à détoxifier et à permettre aux bactéries de survivre mieux. Donc les leucocidines, on en a parlé, alpha-toxines, eh bien, elles vont avoir une action de lyse cellulaire, en particulier sur les cellules présentatrices d'antigènes et sur les cellules effectrices de l'immunité. Et donc là encore, elles diminuent la réponse de l'hôte. Et puis dernière chose, certains staphylocoques produisent des substances qu'on appelle les super-antigènes, qui sont des espèces d'antigènes qui, au lieu d'activer un seul clone de la réponse immune, un seul clone de cellule T, vont activer globalement toute la réponse immune, donnant une espèce de choc toxique dramatique. On va en parler dans un instant. Une chose très intéressante avec les staphylocoques dorés, ils sont parmi les bactéries les plus étudiées. On a vu que l'expression des facteurs de virulence, elle était séquentielle. Tout ce que je vous ai présenté, la longue liste de facteurs de virulence, ils ne servent pas tous au même moment. Il y en a qui servent au début de l'infection, il y en a qui servent pendant, il y en a qui servent après. Eh bien, on s'est aperçu qu'il y avait une expression vraiment séquentielle. Sur ce schéma simple, la courbe que vous voyez, c'est l'évolution du nombre de bactéries dans un tube à essai. Quand vous en mettez peu au début, 10 puissance 5 ou 10 puissance 6, ici, pardon, et que vous laissez dans une étuve à 37 degrés. Eh bien, le nombre de bactéries va augmenter avec le temps pour atteindre un plateau. Ça, c'est ce qu'on appelle la phase exponentielle, ça, c'est ce qu'on appelle la phase stationnaire. Qu'est-ce qui se passe au niveau de la phase stationnaire? On pourrait se dire que c'est qu'il n'y a plus assez à manger dans le tube. Non, ce n'est pas vraiment ça. C'est que dans la phase stationnaire, les bactéries sont suffisamment proches les unes des autres pour faire la converse. Elles parlent avec des phéromones, des toutes petites substances, et elles se disent « on est trop nombreux sur le site, il faut faire quelque chose ». En revanche, dans la partie exponentielle de la croissance, les bactéries sont suffisamment séparées les unes des autres pour ne pas activer, pour ne pas pouvoir parler entre elles et pour ne pas activer un certain nombre de facteurs. Alors, qu'est-ce qui se passe dans la phase exponentielle? Dans la phase exponentielle, on a certains facteurs de virulence qui sont produits plein pot. Ces facteurs de virulence sont les coagulases, ce sont la protéina. Si vous vous souvenez de ce qu'on vient de voir, ce sont les facteurs d'échappement au système immunitaire. On peut dire que dans l'organisme infecté, il se passe peut-être la même chose. Peu de bactéries au début de l'infection, naturellement, et peu de bactéries, donc il faut que leur principal souci, si souci il y a, c'est échapper à la réponse immune. Donc dans cette première partie de l'infection, production massive des facteurs d'échappement à la réponse immune. En revanche, quand les bactéries deviennent nombreuses, par exemple dans un tissu qu'elles ont lourdement colonisé, elles sont bloquées là-dedans, qu'est-ce qu'elles vont chercher à faire? Elles vont chercher à sortir de ce tissu, à métastaser, à s'en aller, à partir ailleurs, coloniser d'autres territoires. Et c'est à ce moment-là que vont être produites toutes les toxines lytiques, les protéases et les élastases et tout ce qu'on a vu comme enzymes qui dégradent les tissus. Donc les toxines cytolytiques en particulier, les exfoliatines, ce qui donne l'épidermolyse qu'on a vu tout à l'heure, et une famille qu'on appelle les entérotoxines sont produites à ce moment-là. Alors vous me direz comment la bactérie arrive à faire ça? C'est quand même un système assez compliqué. Une partie des facteurs de virulence produits à un moment, une autre à un autre moment, et dans chacun des cas, quand on est en fin de phase exponentielle, les facteurs de phase stationnaire, quand on est en phase
ici stationnaire, les facteurs de phase exponentielle ne sont pas produits, et inversement, quand la coagulase et la protéinase sont produites, ceux-là ne sont pas produits. Donc c'est séquentiel, et là, ça a été une très grande découverte d'il y a une douzaine d'années, et dont on continue à voir tous les effets. C'est un système de régulation unique qui s'appelle le système de régulation AGR. C'est un système global unique de la bactérie avec un senseur à l'extérieur. La bactérie a un dispositif qui sent la présence des autres et qui va être, dès qu'il est activé, un répresseur des facteurs de phase exponentielle. Tant que ce système n'est pas activé, ça veut dire que les bactéries ne sont pas suffisamment nombreuses, le senseur ne sent rien, il n'y a pas de bactéries à proximité. Je fais, dit la bactérie, de la coagulase, de la protéinase, j'échappe au système immunitaire. En revanche, dès que les bactéries commencent à se rapprocher, ce qu'on appelle le phénomène de quorum sensing, il y a une sensibilité à la présence des autres bactéries de la même espèce, et à ce moment-là, le système AGR est activé, et lorsqu'il est activé, il y a une puissante production de ces facteurs de phase stationnaire. Et en même temps, une répression des facteurs de phase exponentielle. C'est un système extraordinaire, et ce qui est encore plus extraordinaire, c'est qu'il n'est pas médié par un gène, c'est un ensemble de gènes, mais la molécule centrale, c'est un petit ARN non codant qui s'appelle l'ARN3. C'est une fonction absolument étonnante qu'on ne connaissait pas des ARN. Il y a des ARN régulateurs qui n'encodent pas de protéines, ce ne sont pas des gènes, ce sont juste des morceaux d'ARN régulateurs, et c'est un sujet en pleine expansion en ce moment, beaucoup de production là-dessus. Et pour ceux d'entre vous que ça intéresserait, une unité INSERM dans les locaux de notre faculté qui est dédiée à l'étude des ARN non codants chez Staphylocoque doré. C'est l'unité de Briesfelden dont je fais partie et que je suis tout à fait prêt à vous faire visiter, ceux que ça intéresserait plus tard. N'hésitez pas à me demander. Bien, alors avec tous ces facteurs et puis leur production séquentielle, quelles sont les infections? C'est plutôt ça ce qui vous intéresse en termes diagnostiques. Les premières infections à Staphylocoque doré, ce pourquoi la bactérie est connue, sont les infections dites suppuratives. Une infection suppurative, c'est quoi? C'est une infection dans laquelle il y a une adhésion efficace des bactéries, une bonne invasion et une bonne destruction tissulaire. Quels sont les effets de cette destruction tissulaire? C'est appeler toutes les cellules immunitaires qui se trouvent à proximité pour avoir une réponse inflammatoire intense. Cette réponse inflammatoire locale ou systémique est vraiment très intense. Vous le savez, quand vous avez un bouton sur la figure à Staphylocoque doré, c'est quelque chose qui est très rouge, ça recrute beaucoup de cellules, ça met en jeu beaucoup de mécanismes de l'inflammation. Et donc on peut dire que Staphylococcus aureus est l'exemple d'une bactérie pyogène, c'est-à-dire qui génère du pus. Alors, souvent, l'infection est cantonnée à une réaction inflammatoire locale, ça fait mal, il y a du pus, mais c'est contrôlé comme ça. Malheureusement, dans un certain nombre de cas, et en particulier à l'hôpital, on a une dissémination possible du fait du suréquipement des bactéries en enzymes qui permettent de sortir des tissus. Et ça, c'est un facteur de gravité majeur, et les grandes infections staphylococciques sont des infections disséminées. À côté de ces infections suppuratives, où on a le schéma classique, adhésion, invasion, échappement à la réponse immune, métastase, etc., on va avoir des infections qui sont uniquement liées à la production de toxines. Parfois, la bactérie est présente et sans faire beaucoup de dégâts localement, par exemple sur une muqueuse, le vagin par exemple, vous allez voir pourquoi, vous avez une croissance des bactéries, pas beaucoup d'effets locaux, notamment pas d'effets purulents, pas d'effets pyogènes, mais la production d'une toxine ou d'une substance toxique comme la toxine TSST1, la toxine du syndrome du choc toxique, et c'est la toxine qui va donner des manifestations assez dramatiques de maladie. Alors là, la bactérie est présente encore, bien qu'elle ne fasse pas beaucoup de dégâts en dehors de produire la toxine, mais il arrive même parfois que la bactérie ne soit plus présente. Et pourtant, l'infection a lieu, c'est une véritable intoxination. C'est le cas des infections alimentaires, des toxi-infections alimentaires à staphylocoque, dans lesquelles la toxine est ingérée alors que les bactéries sont déjà mortes. Une bactérie prolifère dans un aliment, l'aliment est cuit, les bactéries meurent. Malheureusement, la toxine, elle, ne meurt pas puisqu'elle est thermosensible, en particulier l'entérotoxine B.
Et on va avoir, lorsqu'on mange l'aliment contaminé, bien qu'il n'y ait plus de bactéries vivantes dedans, on mange la toxine et on fait une infection que je décrirai en fin d'exposé. Donc vous voyez qu'il y a une gamme d'infections possibles avec les staphylocoques qui est terrible. Comment se déclinent-elles? D'abord des infections cutanées, de loin les plus fréquentes. Elles sont en général consécutives à une effraction, une écorchure, une plaie chirurgicale, peu importe, mais elles peuvent également être primitives sans qu'on retrouve cette notion d'effraction, en particulier quand l'infection est initialement une infection du follicule pileux. Ces infections du follicule pileux sont très nombreuses. Elles peuvent être tout à fait bénignes, c'est ce qu'on appelle les folliculites, c'est les petits boutons rouges. Une variété particulière de folliculite, c'est le follicule des cils lorsqu'il est touché, une infection qu'on appelle un orgelet. Et éventuellement, ces folliculites vont être peu contrôlées par le système inflammatoire et elles vont grossir. Il va y avoir un amas de pus assez important et c'est ce qu'on appelle un furoncle. Quand ces furoncles sont nombreux au même endroit et se réunissent dans une collection, on appelle ça un anthrax, maladie très grave parce que le risque de dissémination est majeur. Et je me permets à ce sujet de vous signaler qu'en français, anthrax, c'est une collection de furoncles à staphylocoque doré et rien à voir avec l'infection Bacillus anthracis que les anglo-saxons appellent anthrax. Un anthrax, c'est vraiment une collection de furoncles. Chez nous, l'infection à Bacillus anthracis s'appelle le charbon. Chez certaines souches, on a des infections cutanées banales, notamment chez l'enfant, mais avec des souches particulières, et ces souches produisent des toxines impressionnantes, et ça donne l'impétigo, une espèce d'infection chronique très fréquente chez les enfants, en particulier au niveau facial, et on va voir quelques images. Alors, image simple ici d'un furoncle, donc dans la catégorie des folliculites évoluées. Vous voyez qu'il y a une énorme réaction inflammatoire par rapport au foyer infectieux lui-même. Vous voyez la petite tête blanche ici, ça c'est plein de pus, c'est plein de polynucléaires, c'est plein de cadavres de polynucléaires. Et souvent, pour guérir une infection de ce type, il va falloir drainer, il va falloir évacuer le pus parce que l'organisme n'arrive pas à le faire lui-même. Une variante ennuyeuse de cette infection de type folliculite furoncle, c'est la staphylococci maligne de la face. C'est une infection initialement d'un follicule au niveau des ailes du nez, mais la région étant particulièrement vascularisée, si le sujet a notamment malaxé ou essayé de percer lui-même le bouton qui l'affectait, on va avoir, dépendant des souches naturellement, un envahissement général par le staphylocoque doré et un véritable choc toxique à staphylocoque doré. C'est une septicémie. Ça touche les sujets jeunes en parfaite santé autrement et c'est une cause de mortalité importante chez le sujet jeune par staphylocoque doré. Ça n'arrive pas souvent, mais quand ça arrive, c'est gravissime. C'est une pathologie de réanimation. Et c'est parti d'un simple petit bouton sur l'aile du nez. Vous voyez ici des images d'impétigo, l'impétigo classique chez l'enfant, vraiment une pathologie très fréquente, probablement avec une prédisposition familiale, difficile de s'en débarrasser, et puis des formes graves d'impétigo quand les souches produisent en plus d'autres facteurs de virulence, notamment d'autres leucocidines. Et ça, c'est ce qu'on appelle un impétigo bulleux. Ça, c'est sur un piercing d'oreille. Et ça, c'est vraiment une pathologie très spectaculaire et très grave. Bien, ces jolies images étant passées, des infections muqueuses, puisqu'on a vu que les staphylocoques colonisent les téguments, pas seulement la peau, mais également les muqueuses. Et là, on a toute une gamme qui commence avec l'oropharynx, les sinusites, les otites, par contiguïté vers l'os temporal des mastoïdites, qui sont des infections très graves avec un risque de dissémination majeure, des infections ophtalmologiques, les plus fréquentes étant les conjonctivites, le chalazion également, cette infection de paupières. Au niveau génital, des salpingites, des prostatites chez l'homme. Ce n'est pas un agent fréquent de prostatite ni de salpingite, mais ça arrive. Et dans ce cas-là, c'est très purulent. Et là encore, le risque de dissémination est important. Assez fréquent, les abcès mammaires d'allaitement. C'est les dents, ou en tout cas les gencives du nouveau-né qui tète sa mère, qui vont créer la brèche. Et une colonisation cutanée à staphylocoque doré va permettre d'installer l'infection. Des infections pulmonaires sur lesquelles j'insiste parce que ce sont les infections muqueuses à staphylocoque doré à la mode, souvent nosocomiales, parfois suivant une fragilisation pulmonaire initiale, une grippe par exemple. Et là, on peut avoir des présentations très variables, mais souvent spectaculaires et souvent non seulement délétères, mais mortelles. Abcès pulmonaires multiples,
des pneumonies nosocomiales, c'est très fréquent en réanimation, et puis une pneumonie nécrosante du sujet jeune qui est bien caractérisée maintenant depuis une dizaine d'années et qui survient en général chez des jeunes femmes de 15 à 25 ans, et c'est une pneumonie d'apparition brutale qui suit une grippe en général et qui est grevée d'une très forte mortalité. Étonnamment, bien que ce soit une bactérie qui colonise très bien les muqueuses, il y a peu d'infections urinaires à staphylocoque doré. Je serais même tenté de vous dire que vous pourriez retenir qu'il n'y en a pas. En revanche, on trouve fréquemment des staphylocoques dorés chez les sujets qui sont sondés comme bactéries de colonisation. Mais l'infection à staphylocoque doré, la vraie infection qui donne des polynucléaires, qui donne une pyurie, elle est rare. La circonstance où on va retrouver, et là il faut s'en alarmer, des staphylocoques dorés dans les urines, c'est après des septicémies à staphylocoque doré. Une infection septicémique à staphylocoque doré, semble-t-il, provoque dans un certain nombre de cas une excrétion rénale du staphylocoque doré et on le retrouve dans les urines. Mais retenez, bien que ce soit naturellement pas un dogme, qu'il y a peu ou pas d'infection urinaire classique. Ce n'est pas un agent de cystite, le staphylocoque doré, à la différence de Staphylococcus saprophyticus dont je vous ai parlé tout à l'heure. Si on descend un peu au-delà, en dessous dans les plans cutanés, on a des infections suppuratives dites profondes. Celles-là commencent à être vraiment très graves. Pas toutes, heureusement. Il y a des cellulites, donc des infections du tissu sous-cutané. La première, la plus courante, c'est le Panari. En général, c'est donc une infection péri-inguale. Cette infection n'a en général pas de point de départ traumatique. Ce n'est pas parce qu'on se mange les doigts ou qu'on se ronge les ongles qu'on fait un Panari. C'est une infection qui survient comme ça. Et elle est liée à des souches très particulières, en particulier des souches qui produisent la toxine TSST1. On ne sait pas encore vraiment l'expliquer. Il existe une pathologie qu'on va voir la fois prochaine qui s'appelle l'érysipèle, qui est une pathologie à Streptococcus pyogenes. Et bien cette pathologie, qui est une cellulite gravissime, est très fréquemment, dans plus de, on va dire 75 à 80% des cas, surinfectée par du staphylocoque doré. Donc bien que le staphylocoque doré ne soit pas l'agent de l'érysipèle, il est un contaminant, un surinfectant fréquent, et il faudra en tenir compte dans le traitement, qui n'est pas tout à fait le même que celui de l'infection à streptocoque. Plus profond et heureusement plus rare, des infections endovasculaires, en général suite à la pose de dispositifs intravasculaires. Donc on a des infections sur cathéter, avec malheureusement le risque de dissémination partout dans l'organisme, et éventuellement localisation sur une valve cardiaque avec réalisation d'une endocardite. Les endocardites à staphylocoque doré ne sont pas rares et difficiles à traiter. Des infections musculaires, des infections ostéo-articulaires. Alors, infections musculaires, il n'y en a pas énormément, heureusement, sauf dans des traumatismes profonds. En revanche, sont été des infections extrêmement fréquentes du temps des guerres, des grandes guerres et des grands champs de bataille, où toutes les blessures se terminaient par une surinfection à staphylocoque doré. Et il est probable que, peut-être moins que la peste, les infections à staphylocoque doré ont probablement pris un tribut gigantesque à l'humanité au cours de son évolution, et notamment de son évolution guerrière. Les infections ostéo-articulaires sont bien plus au centre de nos préoccupations maintenant, parce que ce sont des infections qui, d'une part, sont consécutives aux infections endovasculaires. Un des risques majeurs de l'infection sur cathéter, même l'infection d'un petit cathlon, c'est le passage des staphylocoques dorés dans le sang. Et même si la simple retrait du cathéter suffit à réduire l'infection, le fait que le staphylocoque soit baladé dans le sang pendant un bon moment, ou un petit moment même simplement, fait qu'il peut aller se localiser. Et l'une de ces localisations préférentielles, ce sont les vertèbres, où à distance, 6 mois, 1 an, 5 ans plus tard, il va réaliser une spondylodicite, qui là est une ostéite particulièrement grave, avec atteinte du corps vertébral extrêmement difficile à traiter. Donc ça, c'est un risque majeur, une conséquence majeure des infections à staphylocoque doré hématogènes. Chez l'enfant, c'est un agent d'infection primitive de l'os, d'ostéomyélite, et ça, il faut le savoir également. Il y a des méningites, il y a éventuellement des abcès cérébraux, mais c'est vraiment mineur. Le staphylocoque doré n'est pas du tout une bactérie capable de franchir la barrière hémato-encéphalique facilement. Et en dehors du cadre de la neurochirurgie, où on peut contaminer par voie traumatique les patients, eh bien, il n'y a pas de méningite à staphylocoque doré, en tout cas beaucoup moins que les agents de méningite comme le pneumocoque ou le méningocoque que nous verrons plus tard en provoquent. Un mot sur les fameuses toxémies staphylococciques. Il faut que je vous dise un mot parce qu'on n'aura pas l'occasion d'en reparler après de cette fameuse toxémie staphylococcique qui s'appelle le syndrome du choc toxique.
Historiquement, dans les années 80, bien que ce soit connu avant, des infections sur des tampons périodiques, une marque de tampons périodiques aux États-Unis, hébergeait très facilement des staphylocoques dorés. C'est un réseau qui est relativement perméable, relativement aéré, et on a observé des infections chez des femmes, des infections qui ne se traduisaient pas par la présence des staphylocoques dorés, on les a trouvées assez tardivement, mais en revanche, il y avait production de toxines au sein du tampon périodique, et la production de la toxine était majeure, et cette toxine avait cet effet d'activation générale de l'immunité qui est le syndrome du choc toxique. Alors c'est un syndrome dont il faut connaître les signes. Le premier, c'est un syndrome fébrile. Il y a une érythrodermie généralisée, ces patients qui sont vraiment tout rouges. Il y a une thrombocytopénie qui est importante et qui va provoquer une hyperémie de toutes les muqueuses. La muqueuse vaginale va être très rouge, voire sanguinolente. Les muqueuses de l'œil, pareil. Donc fièvre, érythrodermie, hyperémie, et puis pour faire le véritable syndrome du choc toxique, trois atteintes viscérales, 2 autres en tout cas, syndrome digestif avec une diarrhée, des douleurs abdominales, une oligoanurie qui signe l'atteinte rénale, des troubles de la conscience, ça c'est l'atteinte du système nerveux central, des céphalées souvent intenses, et ces caractéristiques sont un signe d'alarme qui fait d'ailleurs les choux gras des séries américaines qui se passent dans le milieu médical, parce que ce soit dans Dr House, Urgence, Grey's Anatomy, il y a toujours à un moment, dans un épisode, un syndrome du choc toxique. Ça doit être le tampon périodique qui fait fantasmer. Bien, c'est enregistré, j'ai oublié. Voilà. Bon, il y a une variante soft, non pas des feuilletons américains, mais du choc toxique, c'est la scarlatine staphylococcique. La scarlatine, c'est une maladie qu'on va voir là encore la semaine prochaine. C'est une maladie due au même streptocoque qu'on vient d'évoquer, Streptococcus pyogenes. Mais il existe certaines souches de staphylocoques qui produisent une forme donc, de syndrome du choc toxique qui est essentiellement une pharyngite. Et cette pharyngite fébrile s'appelle scarlatine staphylococcique. Il faut que vous sachiez que c'est une cause de scarlatine. Et là encore, il y a un exanthème important, donc une éruption rouge particulière associée à cette angine. Le syndrome d'exfoliation, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, le fameux syndrome dit de syndrome de Ritter. On a vu l'impétit buleux aussi, c'était l'oreille avec le piercing tout à l'heure. Ça, c'est une exfoliation généralisée qui heureusement régresse sous antibiotiques, parce que la perte de l'épiderme, c'est quelque chose de gravissime, vous l'imaginez. Et ces manifestations sont souvent très très spectaculaires, ça arrive notamment chez l'enfant. Et le signe diagnostique initial, avant qu'on en arrive là, c'est un signe de décollement avec la pulpe du doigt. Vous touchez les téguments du nouveau-né et la peau part comme un copeau tout de suite. Ce signe s'appelle le signe de Nikolsky et c'est vraiment un signe très très important. Lorsqu'on a un enfant avec un érythème généralisé, il faut toucher pour voir si la peau s'en va. Et dans ce cas-là, envisagez le diagnostic de staphylocoque doré producteur d'exfoliatine. Troisième grande pathologie liée à des toxines, certaines souches de staphylocoque doré vont coloniser le bas du tube digestif. En général, quand on a fait du mal à ce tube digestif, c'est-à-dire qu'on a pris beaucoup d'antibiotiques avant, et c'est pour ça que ce sont surtout des infections nosocomiales, et ça réalise un tableau qu'on appelle l'entérite nécrosante pseudomembraneuse. C'est une colite pseudomembraneuse terrible, il y a des enduits sur le tube digestif. C'est une pathologie extrêmement délabrante, et là, c'est du staphylocoque doré qu'on retrouve. Là encore, des souches productrices de toxines. Alors, je ne vais pas détailler le syndrome de Kawasaki, c'est une autre pathologie qui est un désordre probablement humain et qu'on a attribué à toutes sortes de pathogènes. Le pathogène à la mode, c'est Campylobacter, en ce moment plutôt pour Kawasaki, mais on sait que c'est un syndrome qui est activé par la production de toxines de type TSST. Donc il n'est pas illégitime lorsque vous avez un patient qui présente ce syndrome de Kawasaki, que je ne détaillerai pas parce qu'on n'a pas le temps, mais on en reparlera en TP, un Kawasaki, il est tout à fait légitime que vous demandiez une recherche de staphylocoque doré dans tous les orifices où on peut trouver du staphylocoque doré habituellement. Et si on isole du staphylocoque doré chez le patient en question, demandez la recherche des facteurs de virulence ou des gènes qui les encodent. Les toxines infectieuses alimentaires, il faut en parler parce que vraiment, elles sont très très fréquentes. Elles sont probablement les toxines infections alimentaires les plus fréquentes avec les infections à Campylobacter en France.
Ce sont des maladies à déclaration obligatoire quand elles sont collectives, les fameuses TIAC, toxi-infections alimentaires collectives, autrement, naturellement pas. Les aliments incriminés sont des aliments dans lesquels les staphylocoques dorés ont pu pousser, même s'ils n'y sont plus présents après, hein, notamment dans les produits de friture. Les nuggets de poulet sont particulièrement à même de vous produire ce syndrome. 3 à 6 heures après l'ingestion, là encore, hein, il n'y a pas de bactéries dans ce que vous mangez, vous allez avoir de façon très spectaculaire une toxine émétisante qui va vous faire vomir, et puis le reste de la soirée, que vous aviez prévu après avoir invité votre doux ou douce et tendre au McDonald's, vous allez vous retrouver sur les toilettes jusqu'au lendemain matin, ce qui n'était pas l'effet attendu par l'invitation dans le fast-food. Bon, peu importe, c'est spectaculaire, c'est spontanément résolutif, ça va vite, et c'est vrai que quand le délai est de 3 à 6 heures, plutôt 6 heures après le repas, hein, vous avez dîné à 9 heures et c'est à 3 heures du matin que ça arrive, vous avez peut-être eu le temps de conclure avant. Néanmoins, à 6 heures du matin, vous n'êtes plus en état d'améliorer la performance puisque vous êtes assez mal. Et ça, c'est un délai qui est beaucoup plus court que celui des infections à salmonelle, par exemple, où il faut que l'établissement de l'infection se fasse avec une multiplication de la bactérie. Bien, donc l'action, là, directement, c'est les toxines qui sont thermostables et qui ont été ingérées. Il faut que je vous dise un mot sur les infections animales, parce que nous sommes dans une région agricole, ça je vous l'ai déjà dit, mais pas seulement. Les staphylocoques dorés sont de grands agents d'infection chez les bovins et notamment les mastites bovines. Vous savez qu'une grande partie du cheptel français est dédiée à la production de lait, et ces infections à staphylocoques dorés de la glande mammaire sont la première cause de traitement antibiotique chez les bovins laitiers en France. Donc c'est 30 millions d'euros par an, c'est énorme. Il y a 6 millions de vaches laitières en France, donc c'est un cheptel très important. Et c'est une pathologie qui n'est pas suraiguë, hein, la vache n'en meurt pas tout de suite, mais qui naturellement rend impropre à la consommation le lait produit. Donc c'est une catastrophe pour l'éleveur. Et même si l'expression est infraclinique ou tout à fait subaiguë, eh bien il faut traiter et il faut bloquer des vaches pendant ce temps-là. Donc c'est une grande occasion de faire de la recherche. Et l'INRA ici est particulièrement spécialisé dans les infections à staphylocoques dorés. Alors, le diagnostic bactériologique. Dans tous les exposés que je vais vous faire dorénavant, il y aura une partie diagnostique qui est ce qu'on fait au laboratoire. Elle va être détaillée spécifiquement dans ce cours. Vous allez voir les différentes étapes et vous aurez l'occasion de vous faire la main en pratiquant directement dans les TP à partir du 6 ou 7 janvier prochain. Donc, j'ai détaillé en quelques diapositives le diagnostic. Essayez de retenir ces différentes étapes. L'essentiel là-dedans est quand même de comprendre qu'un diagnostic bactériologique ne se fait pas en 10 minutes. Ça se fait plutôt en 3 jours et on va voir pourquoi. L'objectif, c'est de mettre en évidence une bactérie pathogène, ici un staphylocoque doré, dans un produit pathologique. Donc la première chose qu'on peut faire, c'est l'examen microscopique. Vous verrez que quand il y a beaucoup de bactéries, on les voit. Malheureusement, elles ne disent pas leur nom, elles n'ont pas de panneau indicateur. On peut également faire une recherche d'anticorps pour certaines infections. Vous imaginez bien que chez les staphylocoques que nous portons à peu près tous à un moment ou un autre de notre vie, il est inutile de rechercher des anticorps, nous en avons tous, donc là le diagnostic ne marche pas. Et donc ce qu'on préfère, c'est avoir une culture bactérienne, puisque les bactéries peuvent se multiplier dans des milieux liquides ou solides à l'infini. Donc cette culture est essentielle, et à partir de cette culture, qui va nous donner des colonies, c'est-à-dire des clones de centaines de milliers de bactéries toutes identiques les unes aux autres, on va pouvoir procéder à une identification de caractères visuels, qui sont les caractères phénotypiques, et éventuellement, maintenant, de caractères directement génotypiques, c'est-à-dire la mise en évidence de gènes particuliers, notamment ceux des toxines qui nous ont intéressés pendant la première partie de l'exposé. Et puis, l'accès à la culture est essentiel pour pouvoir ensuite tester la sensibilité aux antibiotiques et réaliser ce qu'on appelle l'antibiogramme. Et puis, dans des contextes comme celui des infections à staphylocoque doré à l'hôpital, faire une analyse épidémiologique. Qu'est-ce que c'est que l'analyse épidémiologique? C'est quand on a cultivé les souches, on peut les comparer. Et on peut dire, tiens, la souche de monsieur machin est la même souche que celle de madame X. On va avoir des soucis avec leur avocat. Alors, comment est-ce qu'on fait? Bien, dans le cadre du staphylocoque doré, on part d'un prélèvement qui est en général purulent. Ça peut être un écouvillon, ça peut être un prélèvement à la seringue, ça peut être du sang, ça peut être ce que vous voulez, en fonction des manifestations cliniques qu'on a évoquées précédemment.
La première chose, le premier jour, la seule chose que vous pouvez faire, c'est l'examen direct. Et à la coloration de Gram, sur un tissu de prélèvement purulent, qu'est-ce qu'on voit? On voit des cellules, parfois on voit des hématies, mais on peut voir ici, là vous le voyez, je ne sais pas si vous voyez les inclusions à l'intérieur, mais des polynucléaires, et on voit les fameux cocci en grammes de raisin. J'ai volontairement utilisé cette photo qui n'est pas très claire, c'est ça qu'on voit dans un microscope, ce n'est pas les très très jolies photos de microscopie électronique où on voit des belles grappes de raisin, c'est quand même plutôt ça. Et vous verrez, vous aurez l'occasion de pratiquer, ce n'est pas tout à fait de voir que c'est un staphylocoque au premier coup d'œil. Non pas quand vous serez bactériologiste, parce que peu d'entre vous le seront, mais quand vous serez clinicien et que vous exigerez d'une technicienne ou d'un biologiste d'avoir une réponse immédiate. Mais alors, ce cocci, c'est un staph ou un strepto? C'est ça que ça donne, en général. Donc ça, c'est J1. Et à J1, qu'est-ce qu'on va faire également? On va mettre en culture, c'est-à-dire qu'on va poser les bactéries sur des milieux, solides ou liquides, en espérant que le lendemain, à J2, après une incubation à la bonne température, 37 degrés pour les staphylocoques, on obtienne à la surface de la gélose ici, ces fameuses colonies. Là où une bactérie a été déposée, elle s'est multipliée. Ce ne sont que des bactéries identiques dans une même colonie, mais il y en a plusieurs, dizaines, centaines de millions, toutes identiques les unes aux autres, et donc on va pouvoir faire ce qu'on veut dessus, notamment dès J2, des identifications dites présomptives. À J2, on n'arrive pas, des gens très expérimentés comme moi, arrivent à voir un staphylocoque doré sur la boîte et à rendre un diagnostic de certitude. Mais ce n'est pas ce qui est recommandé. Ce qui est recommandé, c'est faire des tests complémentaires pour n'avoir une identification définitive qu'à J3. Donc, le principe que je vous enseigne, c'est qu'on peut faire des identifications présomptives à J2, et parmi elles, et c'est le cas pour les staphylocoques dorés, qui sont recouverts de plein de jolis petits déterminants, on peut faire des agglutinations sur des petites lames en verre avec des réactifs. Les réactifs en question, c'est soit des hématies, soit du latex qui est recouvert d'anticorps, par exemple, ou de fibrinogènes pour le staphylocoque doré. Si un staphylocoque doré arrive à proximité de la particule de latex, il se colle à elle, il va recruter d'autres particules de latex, on va très vite avoir un réseau, et ce réseau apparaît macroscopiquement sous forme d'agrégats. Comme seuls les staphylocoques dorés sont réputés pouvoir agglutiner ce latex, on a une identification présomptive du staphylocoque doré dès J2. Mais en général, et pour les autres bactéries ce sera surtout le cas, il faut identifier avec des critères de certitude. Et je vous l'ai dit, staphylocoque doré est synonyme de producteur de coagulase, une coagulase qui est thermostable, on l'appelle donc la thermocoagulase. Et seule à J3, la production de cette coagulase dans un tube de plasma de lapin. Ici, c'est la réaction négative, le plasma reste liquide. Ici, il est figé. C'est la réaction positive qu'on obtient avec un staphylocoque doré. Eh bien, seule cette production de thermocoagulase vous permettra, ou permettra au biologiste, d'affirmer et d'écrire sur son compte-rendu Staphylococcus aureus. Ça lui permet, dans la foulée à J2, d'avoir fait l'antibiogramme et de vous rendre une sensibilité à la vancomycine, en tout cas, à coup sûr, mais éventuellement aussi à l'oxacilline. Ce qui m'amène à vous parler de la résistance aux antibiotiques pour conclure. La résistance aux antibiotiques, elle mériterait qu'on fasse un topo entier, et j'espère que dans votre vie, vous aurez l'occasion d'entendre parler des mécanismes de résistance des staphylocoques aux antibiotiques. C'est un problème majeur de santé publique partout dans le monde. La première chose, la première notion à retenir, c'est qu'alors que cette bactérie était parfaitement sensible dans les années 40-50, 1900 j'entends, à la pénicilline, 80% des souches sont maintenant résistantes par production de ces fameuses enzymes qu'on appelle les pénicillinases. Elles ont importé le gène qui encode les pénicillinases. Alors jusque-là, rien d'ennuyeux, puisque ces souches sont restées sensibles pendant des années à des pénicillines modifiées, et en particulier à leur chef de file, l'oxacilline, nom de spécialité bristopène, ou mieux la cloxacilline, nom de spécialité orbénine. Donc on avait des bêta-lactamines facilement utilisables qui fonctionnaient quand même sur les souches productrices de pénicillinase. Malheureusement, à partir des années 70, mais surtout des années 80, a émergé une résistance à cette fameuse oxacilline ou cloxacilline. On l'appelle la résistance à la méticilline parce que l'ancêtre de l'oxacilline c'était la méticilline, et donc on appelle les souches résistantes à ça des SARM, je vous l'ai déjà dit, des Staphylococcus aureus résistants à la méticilline. Et le problème de cette résistance à l'oxacilline ou à la méticilline, c'est que c'est une résistance qui est croisée à toutes les pénicillines, céphalosporines et autres bêta-lactamines comme l'imipenem.
Et cette résistance croisée fait qu'on ne peut pas se servir de la seule famille d'antibiotiques à peu près atoxiques et super efficaces. Donc c'est un énorme problème. Cantonné à l'hôpital depuis une vingtaine d'années, enfin on va dire, jusqu'en 2002-2003, et dont on s'est aperçu qu'il avait gagné la ville, malheureusement, et que maintenant beaucoup de souches communautaires émergent chez des gens qui n'ont jamais fréquenté l'hôpital. Et ça, c'est là encore très ennuyeux. Alors, à côté de cette résistance sur laquelle on va revenir par un petit schéma que je veux absolument vous entrer dans la tête, sachez qu'il y a plein d'autres résistances associées, que les tétracyclines fonctionnaient très bien, qu'elles fonctionnent beaucoup moins puisqu'il y a 20 à 80% des souches qui sont résistantes à la tétracycline. Heureusement, il existe une tétracycline qui n'est pas sensible au mécanisme de résistance, qui s'appelle la minocycline, nom de spécialité minocine, super antibiotique, facile à prendre, 2 comprimés à 100 mg, un matin, un soir, donc c'est un antibiotique d'usage facile. Malheureusement, problème des tétracyclines, j'en profite pour vous le dire, c'est la coloration jaune des dents chez les enfants qui n'ont pas encore leurs dents définitives, donc à ne pas utiliser avant 8 ans, mais parfois 10 ans, 12 ans, si les enfants n'ont pas les dents faites. Résistance aux macrolides, qui arrive de plus en plus. Résistance aux aminosides, peu fréquente sauf dans les souches résistantes à la méticilline, mais quoi qu'il en soit, notre chance, c'est que la vancomycine, le fameux glycopeptide, dont nous avons également beaucoup parlé, est constamment active. Constamment, sauf quelques souches, malheureusement, qui semblent émerger dans le monde, et c'était le sujet de la fin du topo dernier. Alors, la résistance à la vancomycine, l'émergence de résistance est très rare, donc si un laboratoire, notamment en France, vous rend une souche de staphylocoque doré résistante à la vancomycine, on va dire que c'est au mieux un lapsus calami, au pire une erreur diagnostique. D'accord ? Ça n'existe pas pour l'instant. Mais néanmoins, il y a des souches cliniques au Japon, aux États-Unis qui ont été émergées. Et là, c'est l'impasse thérapeutique. Impasse thérapeutique sur un pathogène majeur. Vous avez vu comme c'est équipé, un staphylocoque doré. Le jour où on se trouve avec des souches comme ça qui diffusent dans les hôpitaux, on va être dans une situation absolument catastrophique. Une infection sur une plaie d'appendicite, par exemple, va se transformer en une infection mortelle. Et là, c'est un vrai problème grave auquel vous allez faire face forcément dans votre vie professionnelle. Donc la notion que la résistance à la méticilline est maintenant également communautaire, pas seulement limitée à l'hôpital. Il ne faut pas croire qu'un patient avec un staphylocoque doré résistant à la méticilline a forcément fréquenté l'hôpital et qui vous cache des choses. Non, il peut venir de ville. Et en Bretagne, c'est particulièrement important. Et puis, pour terminer, je veux vraiment vous remettre en mémoire ce mécanisme que certaines d'entre vous m'ont demandé de réexpliciter, qui est celui de la résistance à la méticilline, la fameuse résistance par acquisition de cibles alternatives. Vous imaginez un staphylocoque doré, la cible de la méticilline, c'est la PLP2. La PLP2, elle fabrique le peptidoglycane, un beau peptidoglycane, solide, joli à voir, bien épais. Si vous mettez de la méticilline en présence d'un staphylocoque doré, cette méticilline se fixe sur la PLP2, elle bloque son action, il n'y a plus de peptidoglycane, votre staphylocoque doré est mort. Sa croissance n'est pas seulement inhibée, c'est bactéricide, il meurt. Donc ça, c'est le cas idéal, c'est les souches sensibles. C'est ce qu'on appelle les Staphylococcus aureus sensibles à la méticilline ou SASM. Sur l'antibiogramme, ça se traduit de la façon suivante. Vous avez un antibiogramme minimum ici, là encore, c'est toujours les petits disques de papier buvard imprégnés d'antibiotiques. La vancomycine, ça marche toujours très bien. Molécule voisine, la thécoplanine, ça marche toujours très bien, ça c'est un dogme. La pénicilline, ça ne marche pas trop bien. Ça marche bien, la méticilline, ça c'est l'oxacilline. La pénicilline, vous voyez que ça ne marche pas très bien. Si ça marchait bien, si la souche était vraiment sauvage, on aurait un diamètre au moins grand comme la moitié de la boîte. Donc ça, déjà, ça ne marche pas, mais vous savez, 80% des staphylocoques sont comme ça. Maintenant, ce qu'on veut savoir, quand on rend un antibiogramme, c'est peut-on donner ou pas les dérivés de la méticilline comme l'oxacilline. Et là, dans cette souche, un SASM, on peut tout à fait traiter avec une bêta-lactone. Chez les SARM, les Staphylococcus aureus résistants à la méticilline, je vous ai dit que le mécanisme d'acquisition de la résistance, c'était une espèce de roue de secours. La bactérie a, en temps normal, une PLP2 active. L'essentiel de son existence,
la bactérie va faire du peptidoglycane avec cette PLP2. Elle marche très bien. Il se trouve que ces bactéries peuvent être soumises, malheureusement, et c'est la faute de l'homme, à la méthicilline. Et dans ce cas-là, et dans ce cas-là seulement, si on met en présence de méthicilline, la bactérie va se servir pour faire son peptidoglycane d'une autre PLP2A qu'elle a acquis de l'extérieur. Cette PLP2A est moins efficace que la PLP2, mais elle a l'avantage de marcher même quand il y a de l'antibiotique. Donc pendant la durée de l'exposition à l'antibiotique, la durée de votre traitement initial, jusqu'à ce que vous vous aperceviez que ça ne marche pas, la bactérie va tolérer l'oxacilline. La bactérie va vivre de façon moins agréable, son peptidoglycane est moins bon, elle se multiplie moins vite, mais néanmoins elle survit. Dès que vous allez retirer l'oxacilline, elle redémarre et se remet à faire du peptidoglycane avec sa PLP2. Mais tant qu'il y a l'antibiotique ne bloque que la PLP2 et laisse fonctionner mal, mais fonctionner quand même, la PLP2A, et il y a survie bactérienne temporaire. D'accord ? C'est un mécanisme qu'il faut absolument que vous ayez bien compris et qui se traduit sur les antibiogrammes par, vous voyez, quelque chose de complètement différent. La résistance à la pénicilline devient de très haut niveau et surtout, on n'a plus du tout la sensibilité à l'oxacilline. Ça veut dire résistance croisée à toutes les bêta-lactamines. Si l'infection est grave, on est forcé d'utiliser un glycopeptide comme la vancomycine. OK. Fin de ce premier cours. La semaine prochaine, les streptocoques. Un gros cours variable avec Streptococcus pyogenes et le pneumocoque. Passez une bonne fête d'Halloween, de Toussaint et des défunts.